Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. J'allais dire un peu dans la continuité des propos de M. Al-Mahali qu'au fond, l'historien il vient toujours pour enterrer un petit peu les choses. Et pour parler d'un lieu de mémoire, il faut quelque part que ce lieu de mémoire ait acte de décès quelque part. Alors, évidemment, il n'est pas décédé, c'est une image. Je pense que la dépolitisation, le fait qu'à partir de, en tout cas, c'est la date donnée par M. de 2002, quelque part, ce lieu de mémoire a fini par perdre tout son enjeu politique qu'il était, dont il était le lieu, et que finalement, voilà, c'est peut-être cela qui a rendu possible le travail de l'historien, sinon ça aurait été peut-être davantage encore plus difficile d'en parler. Voilà, donc je pense que maintenant la parole est à l'auditoire. L'auditoire sur lequel certainement il y a des personnes qui ont vécu aussi ce moment, qui ont connu également ce lieu. Et je vais tout de suite peut-être donner la parole à mon ami Silif pour lire un extrait voilà, qui évoque justement, à partir d'un poème de sa femme, c'est pas un poème, c'est un livre. Ce lieu de mémoire, voilà. Donc c'est un livre qu'elle a écrit des années. Il faut donner un peu les références. C'est Gilles Billette. Quand on le voit, le nom de la poétesse. C'est Hafsa Bekri Lamrani, c'est ma femme. On s'est connus en 1976 à la Maison du Maroc. C'était au 1er mai, lors de la manifestation. Elle était en djellaba et moi j'étais en slip. Et on s'est connus, bon, après on a vécu ensemble jusqu'à maintenant. Un mariage de la djellaba, c'est là. Voilà. Et là c'est Gilles Billette. C'est parce qu'elle portait tout le temps du djellaba et pour provoquer les gens au niveau du métro et tout, quand une femme est habillée en djellaba, on la voit comme une personne qui est illettrée et donc elle fait souvent, elle fait le jeu, comme quoi c'est une personne qui ne connaît, qui ne sait pas le français, mais qui à chaque fois elle répond. Et là c'est, bon, il y a beaucoup de choses qu'elle a écrites, mais seulement Boule d'Argent, la Maison du Maroc, il en aura vu. Ce passage obligé des étudiants marocains dans les années 70, il sert de petit champ de bataille et d'apprentissage de la vie politique où les étudiants marocains s'en donnent à cœur joie avant le grand retour. Retour lâche ou courageux vers le vrai lieu de lutte. Mais les pierres se taisent et nous sommes les fils d'aujourd'hui. Laissons cela, parlons plutôt camaraderie rencontre. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont vraiment, qui luttent à l'extérieur, mais dès qu'ils rentrent chez eux, soit qu'ils grippent ça, ou qu'ils prêchent qu'ils font avec quelqu'un qui est ou là, qu'ils prennent des facilités, donc ils prennent des facilités, c'est tout. Et on s'est connus, et je voulais poser une question assez oisive, parce qu'il y avait l'AMNA. Est-ce que vous avez un petit peu cherché au niveau de l'association des musulmans nord-africains, parce que c'était avant, et en même temps de la rue Serpente, où il y avait l'AMF, l'Association des Marocains en France. Parce que moi je suis parti dans les années 72, et c'était l'année, si vous savez, juste après le putsch, et tous les étudiants avaient droit à une bourse. Donc, moi, si je suis parti en France, c'est grâce à cette bourse qu'on soit pratiquement fils de riche ou fils de pauvre, on avait cette possibilité. Moi, personnellement, je partageais ma bourse de France avec mes parents ici. C'est-à-dire, je leur envoie un petit peu d'argent parce qu'on pouvait travailler. Et c'était la fougue. Et c'était la génération qui était très, 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 très politisée. Après cette génération, on a interdit la philosophie dans les études pour ne pas faire le niveau de... Et l'année, c'est-à-dire la rue Serpente, si vous pouvez me répondre, et en même temps, après la Massia al-Khab.
on a revu, c'est-à-dire que le groupe qui venait, ils ne se politisaient pas parce qu'on les entourait, on les formait. Mais à un certain moment, après 76, après 75 ou 76, on a assisté à des gens qui venaient et qui connaissaient un petit peu s'éclipser pour ne pas rentrer dans la politique, parce qu'il y avait quand même des gens qui ont passé, comme il a parlé ici, des gens qui étaient moi j'avais des amis qui étaient en prison pendant 12 ans, pendant 15 ans, et moi j'ai échappé. J'étais obligé de ne pas rentrer pendant 5 ans. Je ne pouvais pas rentrer parce qu'il a fallu attendre un petit peu l'amnistie. Et cette fougue dont il parle, lui, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur la génération maintenant, des générations qui viennent aujourd'hui, actuellement? Là-dedans, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, si les pierres se taisent, comme dit votre femme, heureusement, il y a l'historien pour les faire parler. Exactement, se taisent et nous sommes les fils d'aujourd'hui. Très bien, bon, donc, s'il y a éventuellement d'autres personnes qui veulent intervenir, bienvenue. Mais ça se fait aussi de témoigner un peu de ce bout de mémoire. Il y avait une autre chose, au niveau de la grève de la faim, c'était tout le Maroc, mais on avait cette affaire. Pourquoi je parle de la serpent? Parce qu'on a intégré des travailleurs qui sont venus faire la grève de la faim avec nous. C'était ces ouvriers qui étaient un petit peu dans la rue Serpente et qui étaient un petit peu dans les différentes usines. Ils sont venus pour manifester et ils ont assisté, ils ont pratiqué la grève de la faim avec nous. Et c'était extraordinaire parce que Oman, la fameuse chanson, c'était vraiment extraordinaire. Les ouvriers, et il y avait la faculté il y avait les ouvriers qui pouvaient aussi. Versailles. Non, pas Versailles. Saint-Denis, oui, ça va. Saint-Denis est devenu Saint-Denis après. Saint-Denis, Paris 8. Voilà, c'était extraordinaire. On a assisté à des gens qui ont eu, d'ailleurs, qui ont été des ouvriers. Moi, personnellement, j'ai vu des laveurs de carreaux qui sont devenus des ingénieurs électroniciens. Et il y avait aussi un boucher qui a eu le doctorat en histoire. Il y avait l'autre aussi qui sont venus pour faire des études de théâtre et qui sont rentrés au Maroc. Tu es devenu un intellectuel. Hein? Oui. C'est Farid Naïmi, là. Exactement. Il avait une charcuterie. Exactement. Et il est devenu intellectuel. Il assistait à toutes les manifestations. Il avait une bibliothèque énorme. Je crois que tu t'en souviens. Il venait, c'était un homme qui parlait avec le R et le truc. À toutes les réunions de la Maison du Maroc, il avait une bibliothèque énorme chez lui. Oui. Et tout étudiant marocain qui le sollicite, il l'amenait chez lui, etc. C'est lui qui m'a fait connaître René Galifo. Voilà. Je voulais faire la transition des mathématiques à l'histoire. C'est Naïmi, Fouad Naïmi qui a fait ça. Et c'est un boucher au départ, c'est un charcutier. Exactement. Mais il a écrit des livres. C'est une des figures à Nazir. Exactement. Heureusement, c'est une bonne trajectoire parce qu'il y a des intellectuels qui finissent par être bouchés. Le mieux, commencer par être boucher et devenir intellectuel. Il y avait Ahmed Akwa qui est à la faculté de Fès, je crois qu'il est maintenant. D'accord, qui était au 3e étage et qui est professeur, je crois, en histoire. Oui. C'est Madame Amara. Alors, moi, si je suis ici, c'est parce que je suis venue par curiosité.
j'ai jamais été dans cette maison du Maroc. J'ai fait toutes mes études à Fès, comme je dirais, et à Rabat. Et par contre, c'était à la même période à peu près. Et nous avons vécu cette vie estudiantine où tout venait justement de cette maison du Maroc. Et donc, je m'attendais, c'est dommage, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont là pour témoigner. Et je suis venue justement pour écouter, pour comprendre un tas de choses. Et puis, par exemple, bien sûr, en ce qui concerne sa naissance, son développement, etc. Et tout le monde se demande, comme dit monsieur Samy, le fait que maintenant, sans la politique, il n'y a plus rien. Pas de militantisme. Et tout est mort, que ce soit sur le plan politique et culturel. Voilà. Merci. Aussi un autre grand chapeau, c'est d'avoir été un responsable dans une organisation politique de gauche. Donc il a évolué dans ce milieu. Je me suis toujours posé la question, comment ça se fait qu'une communauté étudiante soit aussi chargée, lourdement chargée, de jouer un rôle politique qui est plus grand que cette communauté. Qu'est-ce qui fait que, quels sont les mécanismes? J'aurais pu comprendre que ceci était possible pendant la colonisation parce qu'il y avait un idéal, c'était de libérer le pays. Le mouvement national avait pour objectif de simplement faire revenir le souverain du pays. Donc il y a une mobilisation totale. Qui c'est qui pouvait refuser ce genre de revendication? Après cette rupture dans le mouvement national, après 1956, il y a eu une grande rupture qui était latente, qui va se traduire après par des scissions dans les partis, dans les syndicats. Et les étudiants, la communauté étudiante, surtout dans les années, la période 70, a supporté, à se charger de ce combat. Comment ça se fait? Est-ce que c'est un phénomène naturel? Est-ce que cette communauté, cette élite a eu tellement conscience de son rôle qu'il s'est dit, bon, moi je vais conduire le changement, je vais conduire la révolution, je vais ramener la révolution. Ou il y a autre chose, comme dirait Adam Smith, est-ce que c'est une main invisible pour parler du marché? Deuxième élément, je crois que on dit que dans le pays, les gens ne font plus de la politique. Moi, je crois que les gens font de la politique autrement. Par résistance. Par développement d'un discours, d'une façon de voir les choses. Mais simplement, ceci n'est pas cristallisé dans des organisations. Et je prends comme exemple, moi je suis président d'une association qui s'occupe que de culture. On chante, on lit des poèmes, on organise des conférences sur des thèmes. Mais quand je réfléchis, on fait un acte de résistance à ce qui se passe. Parce qu'on n'a pas d'autre lieu, on n'a pas un espace politique
J'aurais aimé être dans un parti politique où il y a des débats, où il y a de la démocratie, où il y a le partage, où on accepte que tu sois différent des autres. Et ça renvoie, et je crois que l'anthropologie culturelle doit nous expliquer cela. Comment ça se fait qu'après 40 ans, 50 ans de lutte, on n'arrive pas encore à avoir un espace dédié à ce genre de débat. Tout se passe à l'extérieur. Tout se passe à l'extérieur. Jusqu'à quand? Bonne question. Ben, ce ne sera pas... Merci. Présente, je suis journaliste, je suis en même temps, je suis étudiant, donc doctorant. Donc ma question, ce sera pour le professeur Dafa. Quelles sont les cultures politiques qui règnent dans la cité? Donc, la période que vous avez étudiée, donc quelles sont les cultures politiques qui règnent de cette période? Merci. Il y a éventuellement d'autres questions. Peut-être, j'ai une question, mais plutôt d'ordre théorique, méthodologique, puisque Mustapha, il a parlé de l'histoire des mentalités comme portant sur l'inconscient collectif intériorisé. Moi, je poserai la question à nos deux historiens. Donc, est-ce que le concept ici d'inconscient se confond avec le concept psychanalytique de l'inconscient? Ou bien est-ce que l'historien a un usage différent de l'inconscient des psychanalystes? J'ai mon idée, mais bon, je vous laisse répondre. Pas mal. Voilà, donc on peut éventuellement donner la parole à nouveau à nos deux historiens. Voilà, donc on va donner la parole à M. Danglot pour réagir, et ensuite à si Mustafa. Alors, sur un petit peu l'usage de l'inconscient avec la méthode de la psychanalyse, bon, moi, à titre personnel, je ne l'utilise pas. Je vous le dis, je ne sais pas ce qu'il en est de Mustapha. Moi, à titre personnel, je pense que c'est toujours un peu compliqué d'utiliser la méthode de la psychanalyse ou même de l'inconscient en histoire, parce qu'il y a toujours le problème de la contextualisation, la mentalité d'une époque, même il y a 30, 40 ou 50 ans, alors au-delà, j'en parle même pas. À mon avis, il y a toujours une part d'inconnu pour moi sur cet aspect-là, à titre personnel. Bon, voilà. Moi, c'est vrai que je ne l'utilise pas à titre personnel pour les recherches, notamment pour tout ce qui est avec les archives, etc. Concernant peut-être la dépolitisation que Sami Lakmari a bien noté, je crois que ça a été une des sources du débat tout à l'heure. Oui, alors en effet, c'est une des vraies ruptures des années 2000. Et alors là, pour le coup, c'est du vécu, on va dire, puisque moi, donc, quand j'étais arrivé à la Maison du Maroc en 2011, alors là, tout ce qui était littérature, livres, politisation était totalement banni de la maison. C'est-à-dire, je vous donne un exemple très, très concret, il y avait une bibliothèque à la Maison du Maroc qui était extrêmement... avec énormément de livres, notamment en sciences humaines, mais aussi dans toutes les matières scientifiques. Et cette bibliothèque avait été maintenue hermétiquement fermée par le directeur depuis la réouverture de 2008. Et vraiment avec un directeur très, très obtus vis-à-vis de l'idée même de fournir des livres aux résidents de la Maison du Maroc. Et donc, c'était moi qui avais réussi à la faire réouvrir. Alors, ça avait été toute une négociation un peu rocambolesque. Alors, comment expliquer un peu ce phénomène? Oui, il y a évidemment eu un des directeurs que je ne citerai pas qui, clairement, a voulu dépolitiser la maison. Ce directeur, il a même été, je crois, traumatisé par le squat de 2001.
Maintenant, je crois qu'aussi la sociologie des résidents a beaucoup changé par rapport même aux années 90. C'est-à-dire que moi, quand j'étais résident, il y avait très, très peu de doctorants et surtout très peu d'étudiants en sciences humaines. C'était essentiellement des étudiants qui étaient en école de commerce, en ingénierie ou en médecine qui étaient présents. Beaucoup étaient stagiaires en entreprise. Et il y avait, voilà, donc c'était, je pense que c'est un des facteurs aussi peut-être de la dépolitisation de la maison, hein. Il y a très peu d'étudiants de sciences humaines qui étaient présents dans la maison depuis la réouverture de 2008. Et à cela, donc, une volonté de la direction de l'époque, hein, ben oui, d'exclure tout mouvement politique de la maison. Et c'était étonnant parce que c'était au moment juste après le printemps arabe, donc de 2011. Donc je suis rentré en septembre 2011. Et le printemps arabe, de toute évidence, n'avait eu mais alors vraiment aucun impact dans la maison. Alors qu'au contraire, si on compare avec la maison de Tunisie, alors la maison de Tunisie, c'est tout le contraire. C'est une maison qui a été totalement dépolitisée dès son ouverture en 1953. Elle est ouverte en même temps que la maison du Maroc. Et jusqu'en 2011, en fait, c'était une des maisons les plus verrouillées tout d'abord par le régime Bourguiba et ensuite par le régime Ben Ali. Et ensuite, eh bien, c'est une maison qui est redevenue politisée justement en 2011. Voilà. Donc, c'est le processus inverse de la maison du Maroc. Voilà. Peut-être un petit… Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'avais ressenti à l'époque. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été précis ou pas, mais… Oui, voilà, je vais donc commencer par cette question de méthodologie. Bon, vous savez, même si on est dans la même écurie avec Guillaume et Pierre Vermeulen, on a des choix méthodologiques un peu différents. Donc, justement, une des possibilités d'enrichissement, c'est l'écriture de ce livre. Vous savez, on a publié la 8e version. Il y avait première, deuxième, troisième version, etc. Donc on s'enrichissait les uns les autres. Alors revenons à ta question. La réponse c'est qu'est-ce qu'une mentalité? Non, c'est qu'est-ce que l'inconscient pour l'historien, c'est pas la même. Mais oui, mais non, mais c'est lié. C'est une structure. La mentalité, pour l'historien, c'est une structure. Si vous voulez, le courant de pensée philosophique et méthodologique qui a créé le structuralisme a impacté d'une manière profonde la psychanalyse. Donc, il y a cette rencontre-là entre les sciences sociales, en général, maintenant les sciences de l'homme et de la société. Et quand on parle de psychologie de masse, c'est voisin, hein, ce n'est pas un peu ça, mais c'est de l'acteur collectif. De l'acteur collectif, et comment cet acteur collectif se construit, comment il se construit dans la théorie. Et il y a tout un débat philosophique important, la théorie du sujet et théorie sociale. Tout le débat qui existait avant entre Sartre et Lévi-Strauss, et même Foucault, durant les années 60, et que durant les années 70, s'est articulé pour ouvrir le structuralisme à l'histoire, parce qu'il se présentait un peu ahistorique, et ouvrir la philosophie à quelque chose qu'on pourrait appeler, au lieu de sujet historique comme ça, à la manière de Hegel, d'aller vers un sujet, un acteur social, collectif, mais défini théoriquement par voir quelle est la part de l'individuel, quelle est la part du groupe, quelle est la part des groupes qui constituent cet acteur-là. Et dans cette question-là, qu'est-ce qu'il fait en fin de compte, créer l'action collective? Parce que dans l'action collective, il n'y a que du conscient. Il y a du conscient au niveau communication, mais il y a beaucoup d'inconscient qui est une accumulation dans le long terme
d'un certain nombre de choses. Et c'est ce qui crée disons cette inconscience. C'est-à-dire, dans l'action, il n'y a pas seulement que ce qu'on peut verbaliser par un discours et communiquer par un discours. Il y a un vécu commun, et ce vécu commun a tous les canaux, ces canaux sont déterminés, où il n'y a pas eu qu'une seule théorie, mais l'anthropologie historique et l'histoire des mentalités a sa méthodologie, ses documents. C'est par exemple, un historien comme Le Goff dit que tout témoignage du passé, quel qu'il soit, l'historien des mentalités en fait son affaire. Mais l'histoire que nous créons, c'est une construction. Autrement dit, c'est un miel. Et chaque ruche d'abeilles prépare son miel à sa façon, y compris dans cette chose commune qui donne à une communauté humaine quelque chose qui la lie. J'emploie pas le mot identité parce que lui aussi c'est tout un travail. Qu'est-ce qu'une identité? Surtout une identité collective, mais c'est lié un peu à ça. Et la différence entre histoire des mentalités et histoire culturelle, c'est vraiment il y a que les professionnels de l'histoire qui la font. Parce que ça pourrait se confondre. Justement à cause de quelle est la part du conscient, quelle est la part de l'inconscient. Et quand ce conscient, cet inconscient n'est pas tributaire d'un individu mais d'une collectivité, c'est encore plus difficile à faire. Donc voilà un peu de ça, c'est-à-dire autrement dit, c'est pas la psychanalyse personnelle, c'est la psychanalyse collective, si elle existe, rejoint le travail de l'historien. Donc, c'est les éléments de l'anthropologie qui prennent tout ça. C'est comment on se représente les choses, comment on explique les rêves, comment on explique le cérémonial, etc. Par exemple, dans la Maison du Maroc, les conseils fédéraux, le salon, déjà le lieu, les conseils fédéraux, comment ça se passe, les symboliques à l'intérieur de l'élection. Chaque année, c'est une assemblée, le conseil fédéral. C'est une assemblée qui préfigure l'assemblée démocratique que nous voulons au Maroc. La diversité qui est acceptée, qui n'est pas acceptée au Maroc, à l'époque, qui n'était pas acceptée. Donc c'est ce microcosme de société qui se projette dans une société autre. C'est pour ça que, en fin de compte, dans la conclusion du livre, je ne sais pas si on a employé le mot incubateur ou non, mais on a dit que la Maison du Maroc est un observatoire. On a employé le mot. C'est ce qui se passe à la Maison du Maroc préfigure ce qui allait se passer au Maroc 10 ans après. Et on explique ça un peu d'une manière biologique basique. Pourquoi? Parce que la communauté des résidents représente le Maroc. Et on avait fait dans certains, surtout dans les années 60-70, même on a pris des agenctions. Il y avait même quand les Juifs marocains étaient au Maroc d'une manière un peu consistante, il y avait des étudiants juifs marocains et qui habitaient avec des Marocains musulmans. C'était tous Marocains là-dedans. Par exemple, Nordin Ayouch était à la Maison du Maroc, était marié avec une juive d'origine tunisienne, et le cinéaste, son fils Nabil, est né à la Maison du Maroc. C'est un bébé Maison du Maroc, par exemple. Et au moment où il était interdit d'avoir des femmes et d'avoir des filles à la Maison du Maroc. Donc c'était un bébé clandestin. Donc il y avait tout le monde. Alors ce groupe qui représente la société marocaine est en France. Elle n'est plus dans les mêmes conditions que France. Donc l'évolution de cet échantillon-là, dans un milieu français
où il y a la démocratie, où il y a l'internationalisme, où il y a les autres nationalités, agit comme un incubateur. Et donc ça va vite. Donc les germes sont là, mais ils donnent. C'est pour ça qu'il y a cette différence de 10 ans. Elle préfigure ça. Même la naissance de l'islamisme, même le penchant vers le technocratie. C'est né à la Maison du Maroc, 10 ans avant qu'on le voit au Maroc. Donc, on a vu ces développements. Bon, alors, est-ce que la dépolitisation, oui, je peux accepter, en fin de compte, c'est une autre façon de vivre la politique. Mais ça, à la rigueur, pour notre livre, c'est pas un élément principal. L'élément principal, c'est le lieu de mémoire ou pas lieu de mémoire. Et c'est en fin de compte, c'est la communauté des étudiants n'existe pas en tant qu'acteur collectif. Ce qu'elle existait avant en portant une mémoire qu'elle fait investir dans le lieu, avec bien sûr ce que l'INEM constituait, c'était l'âme de cet acteur collectif. Il constituait cette âme. Donc voilà la complexité de la chose. Ce qui va venir du Maroc et ce qui va venir de France. La première qui va venir du Maroc, et je crois que ça va être une réponse à pourquoi il y a eu cette suractivité, entre guillemets, qui dépassait la masse des étudiants, c'est parce que on était dans cette deuxième période, c'est-à-dire après l'indépendance. Il y avait cette période charnière de 56 à 62. Il y avait tout durant cette période-là. Mais après l'accession au trône du roi Hassan II, et surtout après la crise de 63 et l'état d'exception, d'ailleurs on le met au départ, avant de présenter le truc. Dans le livre, on le met au départ. Qu'est-ce que ça a donné au niveau des acteurs politiques, au niveau du champ politique marocain? Les forces importantes qui existaient et qu'on appelait mouvement national, que j'appelle mouvance de libération nationale, et là je réponds à la politique qui existait, c'était l'anti-impérialisme. À partir de début des années 60, 62, etc., dans toute la maison internationale, dans toute la jeunesse, je vais dire mondiale, qui était réunie par une association internationale, c'est l'Union internationale des étudiants, qui avait son congrès, et aussi où l'INEM était fondateur, c'était l'anti-impérialisme. Regardez comment, et quelle a été la journée, hein? Parce que ça va revenir en 2011. La journée anti-impérialiste dans le monde, et que les jeunes fêtaient, et que la Maison internationale fêtait, c'était le 22 février. C'était la journée anti-impérialiste. Et quand ils ont commencé, les jeunes ici, à préparer 2011, en février, une des propositions qui leur a été faite par ma génération, avant de leur laisser le 20, pourquoi pas le 22, mais ils ont choisi le 20 parce qu'ils voulaient se démarquer, et puis on leur a dit, bon, bien sûr, guidez-nous, nous on est vieux, on est plus... J'avais écrit dans un texte que Zaman avait... De ma première chronique à Zaman, j'ai rêvé de révolution. Et je disais, on passe la main aux jeunes. Donc, il y avait cette culture de libération. C'est cette culture de libération qui soudait un peu. Elle prenait un poids un peu plus important parce que les acteurs principaux de la scène politique ont choisi de se retirer momentanément. C'était un choix. Que ce soit le Parti Boussekla, le Parti communiste marocain ou l'UNFP, l'Union nationale des forces populaires, on dit on va laisser Hassan II, entre guillemets, à ses folies, il va s'effondrer tout seul. Nous on sort. Et on lui laisse. Le champ libre. Pas le champ libre, on lui laisse les gosses. C'est comme ça, on a poussé,
il y avait de derrière, on a poussé les jeunes à être dans une de mes analyses en fin de compte, parce que les étudiants parlaient à l'époque, tenez-vous bien, hein, de avant-garde tactique. Avant-garde tactique. Parce que l'avant-garde historique, etc., c'était la classe ouvrière qu'on croyait avoir et qu'on n'avait pas. Donc on parlait de l'avant-garde tactique qui sont les jeunes. Moi, j'ai fait ça en tant que chercheur ottoman, j'ai dit centralité événementielle. Durant ces années 60 jusqu'en 75, la centralité événementielle était aux jeunes. C'est pour ça qu'ils avaient donc un poids plus important que leur poids dans la société elle-même. Dans les événements, c'est eux qui faisaient l'événement. Ils étaient là, mais leur impact était limité parce que leur position sociale était limitée, ça sortait de là. Donc voilà un peu, si vous voulez, une réponse à ça. Donc, je reviens à 2002, ce qu'on appelle dépolitisation ou apolitisation ou stérilisation. C'est que le centre d'intérêt n'est plus le même qu'avant, et surtout vis-à-vis du rôle possible, et surtout libérateur, d'un acteur collectif. On est passé à une atomisation du travail. D'ailleurs, ça se pose à ce jour-ci. L'UNEM n'existant plus, elle a existé un petit peu en France, il a été comme base arrière, mais après le retour de l'UNEM à la légalité en 1978, un autre rapport devrait se faire. Il ne s'est pas fait parce que cette UNEM a vécu un congrès, le 16e congrès, où a assisté le Dreri, était congressiste à l'époque, mais le 17e congrès était un congrès de crise. Puis l'UNEM a commencé donc à aller vers le naufrage de l'intérieur, de son intérieur. Cela va amener, en fin de compte, une translation de l'UNEM, du bureau fédéral, qui prenait tout à Paris et en Europe occidentale, vers le comité de résidence de la Maison du Maroc, qui était un exécutant. Dans la phase d'avant, il était un simple exécutant. Et c'est pour ça qu'il a commencé à faire de la culture. Parce qu'il ne savait pas où aller. La politique au Maroc allait vers ce que nous appelons la possibilité d'un Ouattane citoyen, mais ce Ouattane citoyen n'apparaissait pas, ne prenait pas. Et c'est ces balancements qui ont amené petit à petit, en fin de compte, une autre alternative, c'est l'alternative islamiste. D'ailleurs, en France au départ, puis au Maroc après, tous les ténors du mouvement islamiste qui sont ici, Ramid, le Belkiran, Atmani, tous ces gens sont passés à la Maison du Maroc. Les comités de résidence islamistes les ont invités. Ils les ont invités, il y avait des conférences, il y avait des trucs. Et le salon est devenu des fois un salon de fatwa. Il y avait le moufti de Quds, il y avait le moufti de... On en parle là, donc on les a trouvés dans les archives. Mais en fin de compte, apparemment, c'est quelque chose de nouveau, mais en réalité, c'est rien du tout. Ça va dans le même sens, dans la recherche d'un nous collectif et d'un nous qui donne une position dans ce monde-là. À ce moment-là, c'est déjà la mondialisation, avec tous ses effets, et la réaction identitaire est une des réactions qui a pris la forme religieuse et aurait pu prendre une autre forme. Donc voilà un peu les développements qui se sont faits. Maintenant, au niveau des lieux de mémoire, on en parle, hein. On explique pourquoi Serpente. Déjà, il y a le 115 boulevard Saint-Michel, qui est l'Aïmna, le siège de l'association des étudiants musulmans nord-africains. Ce lieu-là, qui est maintenant va devenir le centre culturel du Maroc. Il existe encore.
Ah oui, oui, Ah bon, c'est bien. l'ambassade a récupéré Le 115. Propriétaire, Le 115 a été récupéré. regardez le hasard de l'histoire. C'était propriété marocaine. Oui, oui. Oui, Abdoulaye Ibrahim, quand il était Premier ministre, on a fait donation à l'Aïmna. Ouais. L'Aïmna n'avait pas l'argent pour aller concrétiser la donation et le mettre à son nom. Donc c'est resté au nom de l'ambassade. Donc c'était resté à des étudiants, c'est un gros bâtiment. Oui. Il y avait un restaurant en bas, un restaurant, et au premier étage, il y avait l'union des étudiants tunisiens après les indépendances. Au deuxième, il y avait l'union des étudiants algériens. Au troisième, il y avait l'UNEM. Donc il y avait 4 étages comme ça. Puis après, quand chaque pays a bien massacré ses étudiants, donc en fin de compte, il n'y avait plus d'étudiants. Ils ont quitté le 115 sans Boulevard Messé. Il a été squatté. Il a été squatté par des gens. C'était des années squatté. Alors, quand Abou Youb était ambassadeur, il a engagé une action judiciaire. Il l'a gagné. Ils les ont délogés. Ils ont commencé à construire un centre culturel Maroc. Quand ils ont commencé à creuser, ils ont trouvé des vestiges archéologiques. Donc la loi française a bloqué le chantier, le temps de faire l'étude archéologique du truc, et c'est après que maintenant c'est une très belle bâtisse reconstruite. C'est le fils Awal Ilo, l'architecte, qui a fait l'architecture. Et ça fait presque maintenant une année et demie que le centre est sur pied, mais on ne l'a pas encore inauguré. Comme la maison du Maroc. Mais comme le théâtre de Casablanca. Oui, le théâtre Comme aussi. le théâtre de Casablanca. La bâtisse est belle, elle est là, mais on n'a pas encore désigné ni directeur, et bien sûr, en attendant, il y a des gens qui se bousculent. Pour être directeur de centre culturel, c'est pas toujours les bons. Donc, alors, donc, le 115 boulevard Saint-Michel allait être un lieu de mémoire pour nous. Mais il n'est plus. C'est un lieu historique. Rue Serpente, c'était après le 115 boulevard Saint-Michel, après l'Aïmena, que les Marocains ont dit, nous, on a une spécificité. Ils ont créé le foyer. C'était un foyer étudiant au départ. C'était un foyer étudiant. Et petit à petit, après l'indépendance des 3 pays, les Marocains ont trouvé qu'on va aller séparer, puisqu'il y a la Maison du Maroc. C'est pour les étudiants, on va donner la rue Serpente aux ouvriers. Et c'est la création de l'association des Marocains en France, l'AMF. Ça a été créé là-bas jusqu'à à peu près la fin des années 80. Et puis il y a eu scission, il y a eu etc. Et on a perdu le lieu. Le lieu Serpente est perdu. J'ai une partie des archives de Serpente, on a aidé au travail. Donc on en a gardé un petit peu. Donc lui aussi n'est plus un lieu de mémoire. Parce que maintenant il n'existe plus, il n'y a que dans nos souvenirs. Mais l'autre lieu de mémoire qui existe chaque année, c'est la brasserie Lip. Oui, oui, c'est vrai. Et oui, bien sûr. Pourquoi la brasserie Lip? La brasserie Lip, elle n'appartient pas aux Marocains. Mais c'est une brasserie où Mehdi Mbarka a été enlevé. Et chaque 29 octobre, il y a des gens qui viennent, qui font une manifestation devant la brasserie Lip et qui font des discours, etc. C'est l'investissement de mémoire. C'est un lieu de mémoire pour le moment. Donc il y a encore ça. Voilà une différence. 115 n'est plus un lieu de mémoire, mais la brasserie Lip est un lieu de mémoire. Et ça rentre dans les 60 que je programme si j'ai encore le temps de le faire. Bien sûr, ça ne donnerait pas 60 livres. Les lieux de mémoire, nous on a emprunté ça à 2 grands historiens français, Pierre Nora et Jacques Le Goff. Ils ont fait les lieux de mémoire de France. C'est 7 volumes, 7 grands volumes, avec beaucoup de chercheurs. Nous, le projet que nous avons, c'est 5 volumes, un travail de mi-temps, mais chaque lieu de mémoire
entre 50 et 60 pages. Même la Maison du Maroc, on va la, Ah, on va la réduire pour rentrer dans ces lieux de mémoire. Mais bien sûr, tout ça, c'est hypothétique. On dit... Inch'Allah. Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas encore... Oui, bien sûr, dans le livre, vous avez des anecdotes. Hein. Vous avez... donc les cultures qu'il y avait, c'est une culture de libération, anti-impérialiste, jusqu'à un certain moment. Puis après, maintenant c'est... Pendant longtemps, Hein? pendant longtemps quand même. Pendant longtemps, moi, jusqu'à 2002. Jusqu'à 2002, c'est toujours ça, même à coloration islamique. Il y avait la libération, il y avait cette dimension. D'où la notion d'incubateur. La notion d'incubateur. Est-ce que, oui, c'est la dernière question, l'historien en terre. Fossoyeur. Vous voyez? Non, il fait vivre ce qui est mort, en fait. Oui. C'est plus maintenant le vrai 100%. Bien sûr, pour écrire l'histoire, pour que l'histoire apparaisse dans une société, il faut que cette société fasse le deuil de son passé. C'était ça, la règle, jusqu'au... Il y a l'histoire du présent, des hommes. Et voilà. Je sais. Voilà. Mais quelque part, le présent, c'est toujours... Ah oui, mais voilà. Non, mais c'est là l'exercice qui est difficile. L'exercice est là, maintenant. Alors, comment? C'est ce que nous appelons en méthodologie historique la distanciation critique. C'est toujours une manière de faire. Mais bien sûr, la distanciation critique. On croyait à un certain moment que le temps la donne. C'est pour ça qu'on n'ouvrait pas les archives qu'après 50 ans de temps. Et on dit on a des archives, etc. Maintenant on est venu à 30 ans, maintenant on est un peu moins que ça. Mais les historiens ont développé et le présent. Est-ce qu'on peut l'étudier d'une manière scientifique, c'est-à-dire déconstruire les représentations et reconstruire une vision qui se dit pas subjective. Il y a une objectivité quelque part. La réponse a été oui, mais c'est difficile. Et là, j'ai une image de Michel Crozier qui dit sa condition, c'est de pouvoir faire ça, être dans le balcon et se voir soi-même rentrer par le rez-de-chaussée. C'est-à-dire que le chercheur doit se dissocier entre lui-même et l'objet qu'il a et créer une investigation qui est différente de celle du politologue, de celle du sociologue, de celle du journaliste, de celle de l'économiste. L'anthropologue. L'anthropologue, déjà, il est dans quelque chose qui est, on a dit, dans l'inconscient. Il a déjà une distance. Donc, et là, c'est comment appliquer sa diachronie. Or, l'historien, c'est la diachronie, c'est-à-dire la genèse des choses, comment les choses se font, même s'ils sont devant nous. Et c'est une méthodologie différente et difficile. On l'a compliqué en histoire, avec les beaux histoires. Je ne sais pas si c'est très différent de l'image qu'on trouve sur l'ouvrage d'Edgar Morin, la méthode, le premier tome, réflexion poche, la main qui dessine la main. Exact. Au fond, ce n'est pas une préoccupation seulement de l'historien du présent, mais je pense que c'est plutôt un problème de méthodologie qui est au-delà de l'historien. Oui, bien sûr, non, mais nous, on est, moi, je suis de ceux qui disent l'histoire fait partie des sciences de l'homme et de la société, et on a les mêmes préoccupations méthodologiques et les mêmes contraintes de travail, avec une difficulté. Le sociologue ou le politologue, c'est comme une cuisinière qui regarde
qui met le lait dans une casserole et qui regarde et qui dit d'ici quelque temps il va déborder. Elle peut vérifier immédiatement, le politologue peut vérifier les trucs, l'économiste, etc. Alors que l'historien, il parle de quelque chose qu'il ne peut pas vérifier. C'est une difficulté que nous avons. On dit voilà, ça s'est passé de cette façon, etc. Mais ça peut être déconstruit si on a d'autres éléments. C'est toute la difficulté. Non, si vous permettez la question à dire, Oui. on ne va pas oublier, on repose le problème, est-ce que la science, est-ce que l'histoire peut être appréhendée et conçue comme une science exacte? C'est-à-dire le chercheur, entre l'objectivité de la science, des sciences exactes et la subjectivité, c'est-à-dire l'intervention de l'historien par rapport aux faits historiques. Donc c'est le rapport science exacte et l'histoire. C'est une colle, Guillaume. Hein? C'est une colle, j'en ai entendu la moitié. Est-ce que J'ai entendu la moitié de l'intervention de la personne dans le public, que je ne vois pas d'ailleurs. est-ce que l'histoire est une science exacte? Ouh là là. Non, ce n'est pas une science exacte, mais c'est une science quand même. Il y a toujours une part de subtilité, mais bon, on a quand même des méthodes scientifiques d'analyse des documents qui permettent quand même de se rapprocher. Il va préciser sa question. Non, l'historien averti, il essaie de se détacher, c'est-à-dire de garder une distance par rapport aux faits historiques pour donner à l'explication du fait historique une objectivité relative. Bien sûr. Actuellement, le concept de science exacte n'existe plus. Même au niveau des mathématiques, même au niveau de physique, même au niveau... Et vous savez pourquoi? Parce que déjà, bon, et moi je suis des deux bords, hein. J'étais dans les deux bords, et je sais que la physique dans mon temps, quand je faisais Maths P, la physique se base sur cette équation, c'est des équations de Maxwell qui ne sont pas discutées. Ouais. Et même Einstein, quand il a discuté pour créer, il n'a pas touché aux équations de Maxwell. Maintenant, on y touche. Oui. Parce qu'on a découvert ce qu'on pourrait appeler la matière, avec les expériences, et on se pose la question sur la vitesse de la lumière. Ouais. Est-ce qu'elle est plus rapide que les particules ou non, etc. Les mathématiques sont construites sur un axiome qui n'est pas démontré à ce jour. Ça s'appelle l'axiome de choix. C'est un axiome. Donc il y a une hypothèse, on met une hypothèse, donc exacte ne donne rien. Tout est domaine de rationalisation. C'est quoi la rationalisation? La rationalisation, c'est essayer de trouver, en fin de compte, une donnée de la matière. Non, de construire en petit, en élément irréductible. Qu'on dit irréductible, à chaque fois, on conçoit que le réductible n'existe pas, qu'il y a encore des choses. Mais on va quand même jusqu'à l'irréductible, et à partir de là, on essaie de construire. Et tout évolue. Tout évolue. Alors, le domaine, mais c'est la méthode qui est essentielle. D'où l'importance du travail d'Edgar Morin. Il a mis 7 volumes qu'il a appelé la méthode, et il a terminé le 7e par l'éthique. C'est l'éthique. Est-ce que le savant a une éthique ou non? Quelle est l'éthique, etc. Et il montre comment les sciences s'interpénètrent entre elles. Comment par exemple, je vais vous donner un exemple, juste un exemple. Bourdieu, très connu, etc., il a développé la théorie du champ. Alors, cette théorie du champ, quelle relation a-t-elle avec ce que vous dites comme science je disais sur Terre? C'est toute la théorie des champs magnétiques. C'est le champ magnétique en physique. Et quoi le champ magnétique en physique? C'est-à-dire qu'il y a des forces effectives, mais qu'on ne voit pas. Ce n'est pas la mécanique classique action-réaction. Physique. Non, il y a des forces qui sont là, électriques, magnétiques, mais qui font bouger des clous qui ne font bouger pas mal. Mais on ne les voit pas. Au niveau de la société, c'est le symbolique, mais c'est la théorie des champs.
de champ magnétique qui a été transféré. Et Gamora donne cette possibilité-là de travail. Actuellement, moi, ce qui m'intéresse pour le moment, parce qu'on travaille beaucoup sur la contestation, sur le truc, c'est quoi? Par exemple, comment analyser le hirak d'Ilf? Y a-t-il un acteur collectif? Qui c'est cet acteur collectif? Comment il s'est construit? Comment il a... Là, justement, en empruntant à la physique moderne actuelle et surtout à la physique quantique, on pourrait analyser et voir les mouvements des électrons, les mouvements de trucs et tout cela, on pourrait le transposer et avoir une étude un peu et comprendre actuellement notre façon de faire la politique sans être affilié à un parti. J'ai assez souvent eu ce genre de discussion avec mon papa. Je suis très privilégié. On habite le même immeuble, donc c'est bien. Il y a le champ magnétique. Tout à fait. Exactement. Quand on engage ce genre de débat, j'ai l'impression qu'on va vers une autre façon de faire la philosophie. Je crois que les paradigmes philosophiques que nous avons reçus depuis que nous avons été à l'école sont en train de changer. Et c'est la science qui fait changer les paradigmes philosophiques. Le fait de considérer la chose et son contraire n'est pas forcément la bonne méthode, n'est pas forcément la bonne chose. L'histoire a démontré que la dialectique a ses limites. Il y a beaucoup d'exemples. Et donc, même la science, même la pensée philosophique doit s'adapter à la réalité scientifique. D'où l'histoire. L'histoire a fait beaucoup de progrès dans la compréhension du passé humain. Et c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir de reprendre ce genre de discussion de débat. Voilà. Inévitablement, parce que je pense qu'on est toujours confronté à des problèmes de méthode qui sont en général des problèmes de philosophie. Vous savez, juste un petit mot. Donc, revenons à la... Je ne sais pas qui a posé le problème de l'objectivité. Oui. L'objectivité est relative dans toutes les sciences. Et dans toutes les sciences, elle est relative. Notre ami Samuel Chakawi, à un certain moment, il m'a dit toute science est une utopie. Je suis sauté. Mais quand il m'a expliqué, voilà ce que je veux dire, que c'est une représentation, elle est stable dans un moment donné par les données académiques qui sont. Mais quand il change l'académie. Qu'est-ce qui change maintenant? Qu'est-ce qui est en train de changer? Ce que Edgar Morin appelle la science de demain. La science, toute la science, qu'elle soit mathématique ou qu'elle soit philosophie ou qu'elle soit histoire ou qu'elle soit chimie, est basée sur deux choses. La première chose, c'est l'observation. On observe. C'est l'observation et ça nous donne des éléments de ce que nous appelons, nous, la réalité. Parce que la réalité est une représentation. Donc c'est l'observation, l'observateur. Alors il y a déjà chez nous observateur de l'extérieur et observateur de l'intérieur, ça complique la chose. La deuxième chose, la rationalisation est basée sur la logique. Or, la logique, que ce soit en mathématiques, que ce soit en philosophie, elle est basée sur deux catégories. Et tout le monde a fait les exercices de logique, vrai, faux, etc. Actuellement, on dit entre le vrai et le faux, il y a l'indéterminé. Il y a l'indéterminé. Alors pensez si on construit une logique à 3, juste à 3, on va revoir toutes les sciences. Et Edgar Morin dit, là, l'observation qui donne l'expérience et la répétition de l'expérience donne la vérité scientifique n'est plus valable. Il y a quelque chose qu'on ne pourrait pas seulement concevoir par l'observation et par la répétition.
Et là, il donne le début d'une nouvelle théorie qui s'appelle la théorie des systèmes de communication, et que chaque être dans cet univers a un système de communication. Ces systèmes de communication ne sont pas visibles, mais ils s'entrechoquent et il y a des articulations entre eux. C'est la nouvelle science de demain, mais elle n'est que balbutiante pour le moment. Alors, on a eu affaire à une discussion assez théorique ces derniers moments, très méthodologique, théorique, tout ce qu'on veut, mais on va revenir un petit peu aussi à notre sujet qui est au fond, donc la cité universitaire comme lieu de mémoire. Monsieur Dangos veut intervenir? Oui, non, très rapidement. Juste pour reparler un peu du côté relatif de la science historique concernant le livre, une des grandes difficultés qu'on a eues, c'est la perte des archives privées de la Maison du Maroc et notamment des comités des résidents. C'est-à-dire que, donc, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, elles ont été jetées à la benne au moment de la rénovation de la maison dans les années 2000, et on fait au niveau des archives écrites, on a essentiellement le point de vue des différentes administrations françaises sur ce qui se passe à la Maison du Maroc. Le principal fonds d'archives qu'on a utilisé, c'est le fonds du délégué général de la cité, donc qui est le numéro 2 de la cité universitaire après le président. Donc on a le point de vue en effet très institutionnel bien de l'administration française de la cité ou des renseignements généraux pour la préfecture de police, etc. sur les événements politiques qui se passaient à l'intérieur de la Maison du Maroc. Et donc l'une des grandes difficultés, et c'est là où les témoignages oraux ont été absolument capitales, c'est qu'on a réussi à compenser des archives qui sont très institutionnelles par justement les témoignages oraux et du fait de la perte des archives des comités des résidents, donc et aussi de beaucoup d'iconographie. Voilà, donc ça a été peut-être une des limites initiales dans la construction de l'ouvrage qu'on a essayé vraiment de rééquilibrer grâce aux témoignages oraux en personne. Voilà. Donc ça peut apporter une petite pierre au débat concernant le livre. Bon, peut-être une dernière intervention. On a parlé, il parle des renseignements généraux français. Est-ce qu'on n'a pas regardé du côté des renseignements généraux Maroc? Parce qu'on avait quand même, l'ambassade, et on avait aussi ce qu'on appelait les AWACS dans le temps, et qui étaient là-dedans, et ils devaient faire d'ailleurs un rapport chaque mois. Et moi, personnellement, j'ai connu quelqu'un qui était à l'AMF, et qui, en tant que secrétaire, il faisait pratiquement un rapport en dactylographie. On l'avait évincé, mais à l'ambassade. Et je ne sais pas si vous avez entendu la question posée par... Non, pas tout. J'ai entendu. En fait, vous avez travaillé sur des archives de renseignements généraux. Marocain. Vous avez travaillé sur des archives de renseignements généraux français, c'est ça? Non, c'est pas ça. Enfin, en tout cas, vous avez évoqué les renseignements français. C'est les renseignements français, hein. C'est les renseignements généraux français. La question posée, vous avez éventuellement, je ne sais pas, des renseignements, des informations à partir des renseignements marocains. Ils ne sont pas ouverts. Non, parce que là, je crois que les archives marocaines là-dessus ne sont pas accessibles. Pour être allé jadis aux archives du Maroc dans le cadre de cette recherche sur la Maison du Maroc, je n'avais pas trouvé de documents là-dessus. Moins après 56 en tout cas. Par contre, en effet, pour tout ce qui concerne, oui, les renseignements généraux, c'est surtout français, beaucoup avant 56, et également quasiment jusqu'au milieu des années 70, voire début des années 80. Alors là, pour le coup, elles sont essentiellement aux archives de la préfecture de police de Paris. C'est là où vraiment, moi, j'ai trouvé beaucoup de rapports extrêmement riches et intéressants d'ailleurs, hein, sur les activités politiques à la Maison du Maroc, mais aussi au sein des autres maisons de la cité universitaire de Paris, ce qui fait qu'on pouvait faire des comparaisons extrêmement intéressantes, notamment pour les années 60-70. Exemple, avec la Maison du Maroc. Enfin, la Maison du Maroc, elle est vraiment dans un écosystème, hein. C'est pas la seule maison en lutte, hein. Vous avez la Maison de l'Italie, la Maison de l'Espagne, la Maison du Brésil également, la Maison de l'Argentine, qui sont vraiment des maisons très, très à gauche. Et à contrario, vous avez d'autres maisons. La Maison du Liban, par exemple, elle est tenue par des maronites proches des phalanges chrétiennes.
voyez, ou la maison du Mexique, elle est tenue par des étudiants du Parti révolutionnaire institutionnel. Et donc, en 68, ça ne bouge pas. Quand d'autres maisons sont en quasi-insurrection et en autogestion, comme la maison du Maroc, ou la maison de l'Italie, ou la maison de Grèce, en lutte contre la dictature des colonels, vous voyez. Donc, c'est vraiment cet écosystème-là que les archives des renseignements généraux ont permis un petit peu de faire ressortir réellement. C'est très intéressant. Est-ce qu'on retrouve, parce que je n'ai pas encore lu l'ouvrage, une description de cet écosystème, parce que c'est intéressant, voilà. Oui. Ah oui, complètement. Il y est, vous savez. Complètement. Les notes de bas de page, hein, vous verrez, c'est dans les archives à la fin et dans les notes de bas de page, mais vous avez énormément de rapports, notamment pour les années 65 jusqu'à 75, où vraiment on a la description maison par maison de toutes les activités politiques année par année. Et donc, c'est le commissariat du 14e arrondissement en fait, qui centralisait l'information et qui après le transmettait au préfet de police directement. Voilà, donc on a toute la chaîne de commandement. Alors c'est rigolo parce que quand on fait la comparaison de chaque maison, sur les activités politiques, la maison du Maroc, c'est quasiment à chaque fois 4 ou 5 pages, quand les autres, c'est 1-2 pages au maximum. C'est intéressant quand même à savoir. Ça dit tout, c'est exceptionnel. Et surtout, je crois que le caractère vraiment extrêmement intéressant de la maison du Maroc là-dessus, c'est que c'est certainement l'une des maisons les plus politisées sur le temps long. Parce que vous avez donc des maisons qui sont très politisées pour les années 60 et 70. La maison du Maroc, ça continue quasiment jusqu'au grand squat de 2001. C'est-à-dire que dès 53 jusqu'à 2001, il y a une espèce de continuité comme ça assez remarquable. Et la meilleure comparaison, je le redis encore, c'est avec la maison de Tunisie, où la maison de Tunisie, en fait, pour avoir étudié aussi les archives de la maison de Tunisie, totalement verrouillée. C'est une maison qui, en ouverture en 53, est totalement verrouillée, d'abord par le protectorat et ensuite par les résidents, par le régime de Bourguiba. En fait, pour être résident de la maison de Tunisie, il faut être membre de l'UGET, l'Union générale des étudiants tunisiens. Et donc, jusqu'en 2010, la maison réouvre. Alors, elle est fermée, je crois, quelques années, pareil, au milieu des années 2000. Elle réouvre en 2010. Et en fait, moi, tous les étudiants tunisiens que j'ai étudiés, donc que j'ai interviewés un peu avant 2010, ils me disaient, mais c'était une maison, c'était un espèce de mouroir, personne ne parlait, enfin, c'était un truc très verrouillé, tout le contraire de la maison du Maroc. Et la maison de Tunisie, en fait, se libère totalement. Alors là aussi, c'est un peu du vécu à partir du printemps arabe, donc de 2010-2011. Et donc, ça devient une maison extrêmement dynamique sur le plan culturel, etc. Voilà. Donc, c'est un peu le contraire presque de la maison du Maroc, d'une certaine manière. C'est très intéressant. Oui, donc, vous voyez, il y a 4 moments, 3 ou 4 moments vraiment d'une portée internationale au niveau de la maison du Maroc. Alors, par exemple, vous avez, durant les événements de mai 68, la maison du Maroc était le 3e lieu. Il y avait la Sorbonne, Nanterre et la maison du Maroc. C'est la maison du Maroc qui faisait pour toute la cité, hein, pas pour eux. Vous avez un autre moment culturel très important, c'est en 73, le colloque sur Al-Krim, qui a donné le livre sur Al-Krim. Une concentration culturelle de tous les intellectuels, hein, de Daniel Arrivé, René Garousseau, Charles-André Julien, l'Aroui, il a fait là-bas, Guérin, Robinson, Guérin, etc. Tout ça à la Maison du Maroc. Et à l'époque, le salon était plein, et il y avait des haut-parleurs dehors, et tout le jardin était plein. Et durant une semaine, vous avez des événements comme ça. Et puis, ça, je l'ai vécu moi-même, c'est durant les 36 jours de grève de la faim de 1974. Oui, bien sûr, il y avait l'AMF, il y avait les ouvriers. Tout le monde, et les deux derniers, ceux qui ont fait 36 et 37 jours, 36, c'était le président de l'AMF, Feu Marzouk. Il a fait 36 jours. Et un étudiant qui était à Amiens, et qui est maintenant
à la Wafa donc, qui avait 37 jours. 37 jours. Et, et là, c'était une concurrence interne, infime, entre Il El-Aman 23 mars, qui va rester le plus. Juste pour voir. Et durant cette grève de la faim, toute Paris venait. Mitterrand n'est pas venu, mais Rocard est venu plusieurs fois. Il y avait le changement de régime en Grèce, et Mikis Theodorakis il était venu avec son piano et il a joué, et de la Maison du Maroc est allé à l'aéroport pour rentrer à son pays, pour le terminus de la culture. Donc, durant ces 36 jours, il y avait une activité. On l'a décrit dans le livre. Hein. On l'a décrit. Le cinéma français, des jeunes français, des jeunes. Il a déparé à la Maison du Maroc. Donc, donc à chaque soirée, il y avait une activité culturelle qui se faisait. Et bien sûr. Ça me permet de rectifier ce que j'ai dit tout à l'heure, un lieu de mémoire hautement politique. On voit très bien que c'est aussi culturel. Culturel. Je pense qu'on termine sur une bonne note. Je pense. Est-ce qu'il y a éventuellement. Oui, monsieur Douglas. C'est que la culture ici était comme un acte de militantisme. Oui, absolument. Obligatoire. Oui, monsieur Douglas. J'avais juste précisé que c'était quasiment le centre culturel alternatif marocain à Paris, la Maison du Maroc, hein, pendant toute cette période. Je crois qu'il faut surtout, ce qui est intéressant également, je crois, à préciser, c'est vraiment la grande mêlée des utopies qu'il y a vraiment dans cette période 1965-1974. Et surtout, je crois qu'on insiste beaucoup dans le livre, hein, mais c'est la période vraiment d'autogestion et de gestion concertée, qui dure très longtemps. Ça dure jusqu'en 1974, c'est presque 5 ans de gestion concertée, où c'est quasiment le comité des résidents qui dirige la maison avec le directeur français François Della Souda. Hein. Et je crois, et là encore, quand on compare avec les autres maisons, c'est une longueur, cette gestion concertée, cette autogestion puis la gestion concertée. Aucune autre maison n'a duré autant de temps dans ce système-là, quasiment hors de contrôle de l'administration, ce qui est totalement inédit dans l'histoire de la cité. Très bien, merci pour cette précision. Ça montre à quoi ce lieu de mémoire était vraiment. Pour vous donner au niveau d'investissement, et je termine là-dessus, je vais pas. C'est au niveau des bâtiments. Il y a 2 bâtiments. Il y a un grand bâtiment, là où il y a la tour, et puis il y a un autre bâtiment qui était en fin de compte fait par les mines de Laurent Zelija. C'était une fondation de Zelija, Jean Walter, et ça s'appelait Pavillon Walter, et l'autre Pavillon Maroc. Les étudiants ont baptisé le premier bâtiment Boulbarka, et le deuxième bâtiment Fatih. Pour voir. Il y avait protestation des mines de Zelija, dont levé le nom de Walter, etc. Maintenant, on les appelle AEB. Oui. Bâtiment A, bâtiment B. Maintenant, oui, tout a disparu. Hein. Juste pour voir l'investissement de mémoire qui était fait à ce niveau-là. Merci beaucoup à tous les intervenants. Et nous vous félicitons pour cet ouvrage qui certainement est très riche et qui, en tout cas, vraiment d'une mémoire, c'est sûr et certain. Voilà, donc nous remercions toutes les personnes présentes. Je pense que je vais donner la parole à Madame Houria Ouezeni pour dire un dernier mot. Je ne sais pas si... Elle est toujours là. Ah oui, elle est toujours connectée. Ah oui, elle est là. Donc, Madame Houria... Je vous ai suivi tout le long. Hein. Oui, je le sais. Donc, je vais vous donner la parole pour avoir le dernier mot. Voilà. En tout cas, permettez-moi d'exprimer ma reconnaissance à tous les intervenants. C'est grâce à vous que nous avons saisi l'importance du lieu de mémoire qui était la Maison du Maroc, donc à la Cité universitaire de Paris. En plus, je viens de constater que c'était le centre de la contestation, d'après ce que nous a dit M. Danglot, puisque beaucoup de gens se réunissaient à la Maison du Maroc pour pouvoir exprimer des opinions un peu révolutionnaires. Donc, ça, c'est très important.
Je voulais aussi dire que l'ouvrage qui est présenté est incontestablement une référence incontournable pour comprendre la formation des élites marocaines à Paris depuis presque 3/4 de siècle. C'est quand même extraordinaire. Qui nous ait fait connaître tout ça, parce que je suis sûre que beaucoup de gens l'ignoraient totalement. Aussi, il serait intéressant, moi je trouve, d'avoir un tableau exhaustif de ce que sont devenus ces étudiants. Est-ce qu'ils sont toujours dans la contestation ou est-ce qu'ils sont rentrés dans les lignes du pouvoir? Ça, c'est très intéressant à savoir. Et ça peut donner aussi une recherche historique, justement. Donc, moi, je trouve que c'est à vraiment à faire, ça. Et retrouver ces gens. Il y en a certainement beaucoup qui sont… je suis sûre, moi, je connais quelques-uns qui ont retourné leur veste. Hein. Je tiens juste à dire qu'il y a l'ouvrage de Pierre Verbrem sur les étudiants. Il était, j'allais dire, presque exhaustif sur cet aspect des choses. Ah bon? Oui. Donc, moi-même, je suis passée, j'étais à la Maison du Maroc pour les jeunes filles marocaines, rue Bonaparte. J'y suis restée en tout cas bien 8 ans. Et donc, je garde un souvenir vraiment inoubliable des soirées que nous donnait Madame Asquette, qui était une amie du Palais Royal et qui nous menait à la baguette. Donc, on ne devait pas… il y avait des jeunes filles qui mettaient des jupes courtes et elles contestaient, elles les prévenaient, etc. On était vraiment menés à la baguette. Donc, mais bon, je garde quand même… on était très studieuses, toutes les filles qui étaient là, des musulmanes, des juives, et on s'entendait très, très bien, comme les doigts d'une main. Et puis, il y avait donc que des Marocaines dans ce foyer de jeunes filles. Mais malheureusement, c'était vraiment… c'est juste en plein centre du quartier latin, c'était la rue Bonaparte, 24 rue Bonaparte. Et donc, on allait souvent aussi à la brasserie Lippe. Il y avait plein de lieux où on se réunissait dans le quartier latin, les jeunes filles. On était rarement avec des Marocains, malheureusement, peut-être parce qu'on était très, très loin. Ils étaient à la Cité U et nous, on était donc à la rue Bonaparte. Mais bon, en tout cas, c'est très dommage que cette maison est fermée. Je ne connais pas la raison, mais c'était vraiment un vivier de gens, de filles intéressantes qui ont toutes fait des études vraiment poussées. Parce que j'ai vu quelques échos. Et c'est dommage aussi. Voilà un lieu, peut-être c'est un lieu de mémoire qu'il aurait fallu préserver, vous voyez, mais malheureusement qui a complètement disparu. Et donc, je ne sais pas à quel moment ça a disparu. Voilà. Donc, en tout cas… Guillaume, monsieur, donc, vous voudrez dire quelque chose? Non, alors je laisse terminer Ouria Ouazani. J'aurais peut-être une précision pour le projet de sociologie des résidents, mais je laisse terminer Madame Ouazani. Je répondrai après. Bon, moi j'ai fini. En tout cas, je vous présente toutes mes félicitations aux auteurs et intervenants. On a appris énormément de choses. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses enrichissantes. Et à une prochaine fois, peut-être à un prochain lieu de mémoire, monsieur professeur Moustapha Bouaziz, peut-être. Voilà. Mais il ne faut pas que ça tarde trop, alors. Sinon, on ne sera peut-être plus là. Hein. Mais il vivra 120 ans, il n'y a pas de problème. Monsieur Dosmi, c'est la précision que vous vouliez apporter. Voilà, j'ai fini. Alors, donc, à une prochaine conférence, Inch'Allah. Et merci beaucoup, monsieur Danglo, d'avoir participé de Paris avec nous. On était très honorés de votre présence. Et à une prochaine fois, parce que j'aimerais bien vous inviter une fois pour nous parler de la revue Maghreb. Ah, avec grand plaisir. Voilà, et je crois que je vous en ai déjà parlé. Oui, tout à fait.
Et c'est une revue vraiment où mon papa, Mohamed El Hassan Ouazzani, a beaucoup écrit. Et j'aimerais bien que vous nous en parliez une fois quand vous avez le temps. Vous êtes le bienvenu au centre Mohamed Hassan Ouazzani, en tout cas. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup. Ça sera avec plaisir, en effet, de parler de la revue Maghreb. Alors, une revue qui m'est bien chère, puisque c'est mon premier vrai travail sur l'histoire marocaine. C'est un travail de master à la base, que j'avais ensuite publié. Et juste pour revenir donc sur ce que vous aviez dit pour la sociologie un petit peu des résidents, que sont-ils devenus après leur passage à la Maison du Maroc? Alors, c'est un des écueils aussi du livre, hein, outre la destruction des archives, donc des comités des résidents dans les années 2000. En fait, tous les dossiers personnels des résidents de la Maison du Maroc sont conservés aux archives nationales sur le site de Pierrefitte-sur-Seine, sauf que le délai de communication, comme c'est des données personnelles, c'est plus de 100 ans. Voilà. Donc, alors, apparemment, il y avait un projet de deux autres historiens de la cité universitaire, Guillaume Tronchet et Zovinar Kévonian, qui auraient peut-être une dérogation. Ils m'ont dit qu'ils allaient peut-être avoir une dérogation pour lancer un gros projet d'étude justement des résidents de chaque maison. Voilà, donc c'est une des pistes peut-être de recherche dans les années qui viennent. Alors apparemment, ce serait un projet qui serait financé, je crois, par l'Union européenne, apparemment. Mais voilà, mais c'est en cours d'analyse par l'administration des archives nationales pour essayer de mettre tous ces dossiers sous dérogation pour ce projet de recherche. Donc peut-être dans les années qui viennent, on pourra faire une sociologie justement de toutes ces générations d'étudiants marocains qui sont venus à la Maison du Maroc depuis 1953 et peut-être faire en effet une analyse sociologique plus poussée que nous, ce qu'on a pu faire dans cet ouvrage. Voilà, petite précision. Merci beaucoup. Donc, merci à tout le monde. Et Inch'Allah, la prochaine rencontre. Je crois qu'il y a la possibilité d'une signature de l'ouvrage. Profitez-en. Merci. À bientôt.